1000 veuves civiles ont reçu aujourd'hui des sacs de céréales de la part du président de la transition à travers le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Les bénéficiaires ont fortement salué ce geste du président de la transition. Une cinquantaine de camions pour ravitailler la région de Ménacan en riz, sucre, lait, thé, farine, entre autres. Les camions sont arrivés sous escorte des FAMA. La population peut se ravitailler en denrées de première nécessité et à des prix abordables. Le chef d'état-major de l'armée de terre est à Tombouctou. Sur place, il a eu des échanges avec les troupes pour s'enquérir de leurs conditions de travail. Chrétiens, catholiques et musulmans observent le jeûne en même temps cette année. Une belle coïncidence. À Caille, notre équipe de reportage est allée voir les deux communautés pour parler des origines du Ramadan et du Carême. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. À l'ouverture de cette édition, le bilan du séjour de la délégation malienne à Sochi en Russie. Le Mali met le cap sur les énergies propres. C'est avec l'aide de la Russie que les discussions se poursuivront au niveau international en vue de faire aboutir le projet de centrale nucléaire au Mali. Et pour les énergies renouvelables, la construction d'une centrale solaire à Sanankoroba est prévue. Elle aura une capacité de 200 MW et entrera en production d'ici 9 à 12 mois. Je vous propose d'écouter le ministre de l'économie et des finances, Alucene Sanou, au micro de nos envoyés spéciaux, Yaya Konaté et Adamon Kamara. L'industrialisation d'un pays nécessite beaucoup d'énergie. Déjà aujourd'hui, le Mali a un problème important de production d'énergie. En plus de cela, pour se lancer donc dans l'industrialisation, il faut nécessairement beaucoup d'énergie. Et à l'occasion du forum, nous avons rencontré que les besoins énergétiques vont augmenter de 50% d'ici les années 2050. Donc, ce qui fait que le besoin se fait sentir de plus en plus important. Donc, il faut trouver les moyens d'assurer donc une disponibilité de l'énergie, non seulement pour les populations, mais également pour les entreprises et les industries que nous envisageons de créer avec le secteur privé. Donc, dans ce cadre, nous avons signé un partenariat avec la société Novavin en 2023. Novavin a fait une visite de terrain au Mali il y a 3 semaines. Et actuellement, nous sommes en train de ficeler les accords pour signer un contrat qui va nous permettre de réaliser une centrale solaire à Sanankoroba qui va assurer la production de 200 MW plus 10% de stockage en batterie. Tout cela a des conditions extrêmement avantageuses. Il s'agit de faire ces 2 unités en PPP avec des conditions extrêmement avantageuses, comme je l'ai dit. Les contrats sont en cours de signature et nous reviendrons plus en détail sur les termes de ce contrat dès qu'ils vont être signés. Cela va permettre donc au Mali d'avoir 200 mégas. Et si nous ajoutons à cela les 150 mégas qui vont être produits par les Chinois à Safo, ça va nous amener à 350 mégas dans un délai donc de 1 an, de 9 mois à 12 mois. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, notre besoin minimum, en tout cas, est de 500 mégas. Et si nous arrivons déjà à produire sous forme d'énergie renouvelable 350 mégas, cela va faire que les barrages de Guyana, de Fielou et les autres centrales que nous avons vont largement permettre, j'en suis sûr, en 2025, de couvrir largement les besoins du Mali. Il s'agira en ce moment de se projeter sur les besoins futurs des entreprises pour développer encore d'autres sources comme à Bougouni, nous avons la possibilité de faire encore une centrale de 200 mégas. Donc, dans le même temps, nous sommes avancés sur le projet du nucléaire, parce qu'il faut rappeler que la feuille de route pour mettre tout cela en œuvre, que ce soit le domaine du nucléaire, le domaine de l'énergie renouvelable et le domaine des mines, a été signée dans une feuille de route que Madame le ministre de l'Énergie a signée avec le directeur général de Rosatom, M. Gatchov, hier, en marge du forum. Donc, ce que je voudrais dire par rapport au domaine de l'énergie nucléaire, donc il s'agit actuellement de continuer les discussions pour que nous puissions envoyer notre demande au niveau de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour démarrer les négociations avec l'appui de la partie russe. Comme vous le savez, ces 2 démarches sont raisonnablement, la fin de cette démarche est raisonnablement attendue dans 4 ans. Et d'ici là, en octobre 2024, il est attendu une dizaine d'étudiants maliens
que Rosatom s'engage à recevoir et à former dans le domaine de l'énergie nucléaire. Et également, il s'agit de poursuivre donc, les discussions pour qu'on ait une visite de Rosatom sur le terrain à Bamako, pour aller visiter le terrain et savoir quelles sont les zones qui doivent être retenues pour la réalisation de ces centrales nucléaires. Je rappelle que c'est entre 2 et 4 centrales nucléaires de 50 MW qui sont avec la modulation possible de la puissance qui sont attendues dans le cadre de ce projet. Nous avons également vu les avancées remarquables de la Russie en matière de médecine nucléaire, et surtout en matière d'oncologie. Donc, comme un des exposants l'a dit, nous avons commencé la médecine à partir de l'anatomie du corps. Après, nous sommes passés au fonctionnement et nous sommes passés à l'atome. Donc, aujourd'hui, c'est la médecine atomique. Il faut aller de l'atome, donc de la cellule, au niveau de l'être humain pour pouvoir traiter les maladies. Et l'énergie atomique est l'une des meilleures solutions dans le domaine et la Russie a une avancée considérable dans ce secteur. Le président de la Cour suprême a l'honneur d'informer les présidents des partis politiques dans le cadre de la réception des comptes des partis politiques. Une permanence sera assurée par la section des comptes au siège de la Cour suprême à Banankabougou, en commune 6 du district de Bamako, le dimanche 31 mars 2024, de 7h30 à minuit. Le président de la Cour suprême s'est compté sur la bonne compréhension de tous les responsables des partis politiques. 13e réunion de la commission tripartite, le Mali, le Burkina Faso et le HCR à Ouagadougou. Cette rencontre permettra de reviser l'accord pour intégrer l'aspect de rapatriement des réfugiés du Mali et du Burkina dans les meilleures conditions et leur accès aux services sociaux de base. Commentaire Awa Adaman Koulibaly. Des contrats, des signatures et des poignées de main pour approuver le nouvel accord entre la République du Mali, celle du Burkina Faso et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 9 ans, 2 mois et une quinzaine de jours après la signature de l'accord tripartite relatif au rapatriement volontaire des réfugiés maliens, il était nécessaire d'y apporter un changement pour adapter les stratégies aux défis du moment. Après 2 jours d'intenses et fructueux échanges, vous avez formulé des recommandations renforçant le dispositif de protection et d'encadrement de nos compatriotes réfugiés dans ces 2 pays et validé le nouvel accord tripartite ayant fait l'objet de consensus lors de la 12e session tripartite à Bamako. C'est avec beaucoup de satisfaction que je viens de parapher le dit accord au nom des plus hautes autorités de mon pays. À cet effet, j'invite nos 2 États et le HCR à ne ménager aucun effort pour sa mise en œuvre. Cette signature dont nous nous réjouissons, qui non seulement traduit l'aboutissement d'un long parcours, mais surtout le travail assidu de suivi et de veille qui a permis de faire des constats objectifs et d'ajuster nos instruments de suivi et de monitoring du travail que vous faites sur le terrain. L'innovation dans ce nouvel engagement est la prise en compte par la commission tripartite du rapatriement volontaire des réfugiés burkinabés sur le sol malien. Et cette bonne nouvelle pour les populations de la région de Ménaka, je le disais dans les titres. En effet, une 50aine de camions chargés de produits alimentaires sont arrivés sur place sous escorte des FAMA. Le riz, le sucre, le lait, le thé, la farine seront disponibles et à des prix abordables en ce mois de Ramadan. Un véritable ouf de soulagement pour les populations. Compte rendu, Mohamed Lamine Maïga et Ibrahim Ag Amini. Beaucoup attendu par les habitants de la région, une 50aine de camions remplis de produits alimentaires sont arrivés à destination sous escorte des forces armées maliennes. C'est le lieu pour moi de remercier les autorités du Mali, du sommet jusqu'à Ménaka, de remercier nos femmes qui nuit et jour veillent sur notre sécurité et notre comportement. C'est le lieu de les dire merci. Merci à nos commerçants, merci à nos chauffeurs, merci à la population de Ménaka, car ils ont tous noué les maillots. Merci à nos radios qui ont toujours contribué à calmer l'esprit de la population. Les autorités régionales sont reconnaissantes de cet acte de patriotisme réussi par les femmes. Le souci principal des plus hautes autorités de la transition, c'est vraiment de venir en aide à toutes les populations.
qu'elle soit de Menaka, Ségou, Kaï, partout au Mali où la population se trouve, dont les femmes sont là pour la population et leur bien. Nous venons d'exécuter une importante mission qui a consisté à escorter plus de 50 camions de Gao jusqu'à Menaka. Ça a été un ouf de soulagement et on va prier le bon Dieu que ces genres d'escorte puissent continuer encore. Nos femmes et leurs partenaires qui ont suivi le combat de Gao jusqu'à Menaka, nous remercions toutes nos autorités de la République qui ont mis le paquet pour diminuer la souffrance de notre région. C'est avec le sourire que ces camions remplis de produits alimentaires ont été accueillis par les commerçants, les habitants de la région et les autorités régionales. Et le chef d'état-major de l'armée de terre s'est rendu à Tombouctou pour s'enquérir des conditions de travail des hommes sur le terrain et transmettre les encouragements de la hiérarchie. Compte rendu, Idrissa Goulou Sissoko avec le concours de la DIRPA. Le chef d'état-major de l'armée de terre a effectué 3 jours durant une visite d'autorité dans la région de Tombouctou. Le général de brigade Aruna Samake a, au cours de cette visite, pris connaissance de la situation sécuritaire au PC du secteur 3 et visité les installations du site de la MINUSMA et celle des FAMA. L'objet de ma visite en 5e région militaire, qui est aussi le secteur 3 de l'opération Maliko, s'inscrit dans un cadre de visite d'autorité. Visite d'autorité, pourquoi? C'est pour voir les conditions de travail, de vie des hommes aujourd'hui sur le terrain. Le chef d'état-major général des armées nous a toujours encouragés dans ce sens-là. Cette visite de terrain a été une occasion pour le chef d'état-major de l'armée de terre de rencontrer les cadres et les hommes pour leur transmettre les félicitations et les encouragements de la hiérarchie et prodiguer des conseils. À Gundam, autre étape de cette visite, les échanges avec les hommes et la visite des installations ont permis à l'ordre du jour de s'inquérir des conditions de travail sur le terrain. Très heureux de recevoir les autorités militaires et ça témoigne de leur intérêt pour nous sur le théâtre des opérations et c'est aussi un signe d'engagement. Ça nous réconforte dans tout ce qu'on est en train de faire ici. Et cette visite du CMAT a concerné d'abord les unités organiques de Tombouctou et aussi le 52e régiment de Gundam. Mais le CMAT ne s'est pas seulement arrêté aux unités organiques, ça a été une occasion de rassembler toutes les corporations avec un message de cohésion, un message d'entente pour les différentes forces, mais aussi une visite qui a permis à l'ensemble des forces de se retrouver autour d'un dîner de cohésion au niveau de la rupture collective. Sur le terrain, j'ai vu des hommes rompus à la tâche. J'ai vu des hommes qui ont le bon moral et ça me rassure de l'accomplissement de la mission qu'on leur a confiée sur le terrain. Au cours de son séjour, le chef d'état-major de l'armée de terre a rendu des visites de courtoisie aux gouverneurs de Tombouctou et Taoudéni, aux autorités administratives et coutumières de Tombouctou et Gundam. Ils ont tous salué les efforts des FAMA dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. La brigade de recherche du camp 1 gauche de la gendarmerie nationale vient de réaliser une véritable prouesse avec beaucoup de professionnalisme. Les gendarmes ont sauvé un Pakistanais des mains de ses ravisseurs qui lui réclamaient une rançon de près de 81 millions de francs CFA. L'opération s'est bien déroulée au quartier Bako-Djigoroni Golf en commune 5 du district de Bamako. La victime se porte bien et un présumé coupable a été arrêté. Le film de l'arrestation avec Abdoulaye Sako avec la collaboration de la DIRPA. La criminalité prend une nouvelle dimension dans la capitale. L'on se croirait dans un film. Des scènes que l'on voyait dans certains pays commencent à s'importer au Mali. Mais détrompez-vous, les forces de défense et de sécurité veillent au grain. Aucune portion du territoire leur échappe. La nuit du 24 mars 2024, aux environs de 23h, j'ai reçu une information faisant état de la rétention d'un citoyen pakistanais par un groupe d'individus dans le quartier Bako-Djigoroni Golf. Et que ces individus réclamaient le paiement de la somme de 123 000 € pour obtenir sa libération. Au regard de la situation aussi grave, j'ai rendu compte à ma hiérarchie et informé le procureur de la localité.
Une fois informé, le commandant de brigade de recherche et ses hommes ont fait ce qu'ils savent faire de mieux, le renseignement. C'est ainsi que j'ai monté une équipe et pour agir. Et l'équipe est allée et cette première sortie n'a pas été concluante. Il a fallu encore des recherches à travers des techniques de géolocalisation qui nous a permis d'interpeller la même nuit le suspect potentiel. Et ce dernier nous a conduit à l'endroit où l'individu était retenu. Donc nous avons ainsi mis la victime en sécurité, fouillé les locaux et pour les conduire au niveau de la brigade. Et maintenant, les enquêtes se poursuivent toujours. Et ce qu'il faut noter, au moment du passage de l'équipe, certains de ces ravisseurs s'étaient échappés. Mais les enquêtes sont en cours les concernant. Pour arriver à bout de cette nouvelle forme de criminalité, les autorités demandent la collaboration de la population. Des numéros verts sont disponibles. Le 80 00 11 14 reste ouvert pour alerter les services compétents. Le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale convie l'ensemble des membres du dit comité à une séance plénière le vendredi 29 mars 2024 à partir de 10h dans la salle Bala Moussa Keïta du Centre international de conférence de Bamako, CICB. À l'ordre du jour, information sur l'agenda des concertations et les divers. Le président s'est compté sur la présence de tous. Le ministre en charge de la jeunesse est allé à la rencontre des jeunes de la commune 4 dans le cadre de son initiative de débat ministériel de la jeunesse Kakene. Il a été question de l'insertion de cette couche et l'accompagnement du département. Reportage Mohamed Naman Keïta et Suleiman Diabaté. Sur le terrain Chaba de Lafiabougou, les jeunes de la commune 4 accueillent le ministre en charge de la jeunesse pour parler de leurs préoccupations et écouter des propositions et des solutions du département. Cela s'appelle les débats ministériels Kakene. Monsieur le ministre, CNJ étant suspendu, quelle autre structure prend les relais? Je suis champion d'Afrique, champion du monde. Revenu au pays, je n'ai rien reçu. Mais dɔw bɛ ala y'u sɔn farikolo la walasa u ka se ka sport kɛ ka ɲɛ donc olu fana kan ka se ka balo u ka sport la an yɛrɛ département bɛ se k'u accompagner cogo jumɛn donc o de bɛ sen na. 2 heures d'horloge de questions-réponses, l'essentiel a été exprimé ici. Ils ont pu tenir les états généraux de la jeunesse et ça a été vraiment un succès et je suis très heureux parce que nous avons reçu des instructions fermes du président de la transition pour la mise en œuvre de ces recommandations. Et par la suite, nous avons organisé également des journées d'appropriation des grandes réformes par la jeunesse. Je pense qu'il y a une grande mobilisation là-dessus. Aujourd'hui, je pense que c'était des tests, mais les jeunes sont prêts. Il n'y a même pas un terrain qui est gazonné ici. Et vraiment, nous voulons un terrain bien aménagé, au cours de laquelle toutes les disciplines peuvent se retrouver là-dedans. Le ministre peut compter sur la jeunesse. Et nous avons tout le temps été au premier rang quand l'appel du pays et de la nation a été. C'était rentable, c'était fructueux et surtout c'était dans un cadre convivial et le débat était ouvert. Peut-être que tout le monde n'a pas eu son mot, mais nous souhaitons bien avoir une audience avec le ministre si possible pour mieux nous structurer. L'espace du dialogue ministériel Kakene ne suffit pas pour débattre de tous les sujets des jeunes de la commune 4. Qu'à cela ne tienne, les portes du département restent ouvertes, rassure le ministre Fomba. Parlons à présent de cette action humanitaire du président de la transition à travers le ministère en charge de la promotion de la femme. 1000 veuves civiles dans la capitale ont reçu des sacs de céréales. Cette couche en situation de vulnérabilité a exprimé son ressenti dans ce reportage de Awa Ditma Kamara.
Les activités de Sungalo Solidarité battent leur plein à Bamako. Ce vaste programme du président de la transition donne aujourd'hui le sourire à 1000 veuves des 6 communes du district de Bamako. 1000 sacs de céréales pour 1000 veuves civiles. Les mots laissent place à l'émotion. C'est la première fois que je viens à ce genre d'activité. Merci au président de la transition, qu'Allah le protège. Nous avons perdu nos maris, mais nous gardons espoir. Merci au président et à ses collaborateurs pour ce geste très important. Cette action de solidarité du président de la transition est conduite ce jeudi par la ministre en charge de la promotion de la femme qui avait à ses côtés le commissaire à la sécurité alimentaire. Les 2 émissaires du chef de l'État à travers cette remise assistent les couches vulnérables. Je voudrais remercier le président de la transition, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui a instauré ce mois de solidarité, ce mois de cette opération qu'on appelle Sungalo Solidarité pour venir en aide aux populations maliennes partout où elles vivent. C'est l'ensemble du territoire de Mali, dans l'ensemble des régions. Je pense que c'est une grande preuve de solidarité de l'État en faveur des populations les plus vulnérables. Ces gestes se réalisent en une période très difficile pour nos populations. Nous sommes au mois de Ramadan et au mois de Carême, disons comme ça, parce qu'il y a les carèmes chrétiens aussi qui se déroulent. Et ça coïncide avec une période de très grande chaleur. Tout cela cumulé va devenir un moment de souffrance pour les populations. Donc c'est suite à ce constat que nous, gouvernement, nous avons décidé de manifester notre grande solidarité vis-à-vis de nos populations. Cette solidarité qui est légendaire parce que, comme on peut le savoir, de tout le temps, le Mali a été un pays d'hospitalité, d'entraide, de communion, mais aussi d'union. Ces actions que nous sommes en train de mener à Bamako et un peu partout sur le territoire du Mali, que les populations comprennent que les plus hautes autorités compatissent à leurs souffrances, sont à leur côté, mais aussi sont à la recherche de solutions pour pallier toutes ces difficultés. Et pour le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, qui est mon département, ces actions, ces gestes sont très importants. Ce vaste programme concerne également les tout-petits qui recevront bientôt des habits de fête au nom de leur papa, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a participé hier à une rupture collective de jeûne avec les femmes de la commune 6 du district de Bamako, un moment de partage et de communion qui entre dans le cadre de l'initiative gouvernementale Sungalo Solidarité, Bokari Koulibaly et Julie Traoré. Solidarité, entraide et assistance, des valeurs légendaires qui ont toujours caractérisé le Malien, des vertus qui s'effritent au fil du temps. Les autorités de la transition entendent restaurer celle-ci à travers l'initiative Sungalo Solidarité, un cadre d'union, de communion et de partage entre gouvernants et gouvernés. Dans une atmosphère conviviale, le ministre de la Promotion de la Femme rencontre les femmes pour une rupture collective de jeûne. Nous, autorités de la transition, nous voulons profiter de ces moments de rupture collective pour remercier et saluer la population malienne de sa très grande résilience, mais aussi leur manifester tout notre soutien. Et nous voulons profiter de ces moments et de cet espace pour dire à nos sœurs, à nos mères musulmanes et chrétiennes qu'elles doivent redoubler d'efforts. La CAFO soutient et se réjouit de la marque de solidarité illustrée à travers l'initiative gouvernementale Sungalo Solidarité. Qui dit cérémonie de coupure de jeûne parle de solidarité avec l'ensemble des cibles concernées. Cela voudrait dire que les autorités de la transition pensent à leur population. Et en retour, nous leur réitérons notre soutien. La rupture collective de jeûne n'est pas la seule activité au chapitre des élans de solidarité fixés par les autorités pour ce mois béni de Ramadan. Il est prévu dans les prochains jours des remises de vivres et de non-vivres aux veuves et orphelins.
Aussi, pour atténuer certaines dépenses de la fête, le gouvernement envisage d'assister des enfants démunis en leur octroyant des habits et autres accessoires. La communauté musulmane et chrétienne observe cette année le jeûne ensemble, une coïncidence heureuse dans la cité des Rails. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre des deux communautés pour nous parler des origines du Ramadan et du carême chrétien. Kansutu Kanouté. Le mois de Ramadan a débuté le 11 mars 2024 au Mali. Cette année, il y a eu une particularité, laquelle coïncide avec le carême des chrétiens. Le Ramadan et le carême des chrétiens, un moment très important pour les deux communautés religieuses pour réaffirmer leur foi. Il y a des similitudes entre le Ramadan et le carême, à savoir la prière, le jeûne et l'aumône ou sacrifice, mais à la finalité, il y a une différence. L'origine du carême revient au texte musulman et au Coran par rapport à l'institution des mois de jeûne qui correspond au 9e mois du calendrier musulman. À la 2e année après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc son déplacement de la Mecque à Médine, l'observation du jeûne a été instituée, consistant à observer 29 ou 30 jours de jeûne, commençant à l'aube et se terminant jusqu'au crépuscule. Déjà au 1er siècle, l'Église a commencé à observer une semaine de carême avant les fêtes de Pâques. Après, petit à petit, dans les années 300 après Jésus-Christ, l'Église a commencé à préparer les catéchumènes, c'est-à-dire les candidats qui se préparent au baptême, donc pour devenir chrétiens. On leur donne la catéchèse pendant 40 jours. On leur parle de la foi chrétienne. Et petit à petit, on a ajouté à cette préparation un temps aussi pour que la communauté chrétienne se prépare aux fêtes de Pâques. Cette coïncidence entre Ramadan et le carême des chrétiens, selon mon analyse, n'est pas un hasard. Le bon Dieu veut que musulmans et chrétiens se donnent la main et dans la prière pour que la paix, la stabilité reviennent au Mali. Pendant ce temps de carême, j'ai pris beaucoup pour notre pays, le Mali, afin que la paix puisse revenir au Mali. Le jeûne est obligatoire, aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens, mais la durée et la manière de l'observer sont différentes. Il faut savoir que le jeûne, il y a le jeûne total et il y a le jeûne partiel. Le jeûne total, ça veut dire 24 heures de jeûne. Mais il y a le jeûne partiel où on se prive d'un repas par jour. Bon, c'est ce que moi je fais. Être majeur, une condition physique suffisante pour observer les jeûnes et ne pas être frappé par certaines interdictions, notamment les femmes qui observent leurs menstrues ou les femmes après les accouchements. Il y a des tolérances pour les personnes qui sont en voyage. Maintenant, pour toutes les personnes qui n'ont pas ces facilités, l'observation du jeûne est obligatoire. L'Église aujourd'hui prend comme jour obligatoire de jeûne le mercredi des cendres et le vendredi saint. Les autres jours, ce n'est pas une obligation. Chrétiens, musulmans, nous jeûnons et nous jeûnons pour Dieu. Maintenant, les modalités sont peut-être différentes. L'Église a parlé dans le temps de s'abstenir de manger la viande le vendredi, ensuite de s'abstenir de certaines choses, la cigarette, l'alcool, pendant le jeûne. À travers le jeûne, on peut retrouver la santé. Pendant cet exercice, notre manière de manger change et cela est bien pour la santé. Par exemple, le fait de manger à tout moment, sans répit, cela peut causer des problèmes de santé. Depuis le début du carême, plusieurs fidèles musulmans et chrétiens ont changé de comportement et la collaboration entre les deux communautés religieuses est bon enfant. Au début du carême, en général, le Saint-Siège, le Vatican, le pape, envoie un message à l'ouverture du mois de jeûne de nos frères et sœurs musulmans. Nous le portons
à nos frères. Je suis dans la coalition citoyenne de la société civile. Et même l'année dernière, ils ont eu une nuit de prière. J'ai participé à ça. Et aussi, nos grandes fêtes, Noël, Pâques, ils viennent. Moi, je consacre mon temps de jeûne sur la charité, le pardon et puis le changement de comportement. J'accompagne les trois, c'est-à-dire le jeûne, pour me priver de la nourriture à un certain temps. D'abord, pour que je puisse perdre un peu de poids, c'est très bon pour l'organisme. Et aussi, je jeûne pour pouvoir beaucoup prier, demander beaucoup de faveurs à Dieu. Que tu sois chrétien ou que tu sois musulman, le Mali c'est un pays laïque. Donc on doit se respecter dans sa religion. Donc tout le monde a sa façon d'adorer Dieu. Mais l'objectif est recherché dans tout ça, c'est pour avoir des bénédictions. Quand même, j'apprécie les deux, mais moi-même, je suis musulmane. Le ramadan et le carême des chrétiens ont une ressemblance, à savoir le jeûne, la prière et les sacrifices ou l'aumône. Les 30 jours du ramadan sont des efforts que l'on fournit pour Dieu et l'Aïd el-Fitr vient célébrer cette réussite. Et le carême des chrétiens est tourné uniquement vers Pâques pour accueillir un grand événement, celui de la mort et de la résurrection de Jésus. L'Alliance du 22 septembre face au Diokan constate depuis quelques jours une campagne frénétique de désinformation et de manipulation de l'opinion nationale et internationale sur la supposée fin de la transition. Les acteurs de cette campagne utilisent à cet effet le décret 0335 PTRM du 6 juin 2022 fixant la durée de la transition. Ces acteurs politiques doublés d'activistes au dessein inavoué cachent difficilement que la question de la durée de la transition est cumulativement réglée par la charte modifiée du 25 février 2022 et supprime le délai de 18 mois et renvoie à l'élection présidentielle suivie de la prestation de serment de ce dernier. Par ailleurs, la nouvelle constitution, en son article 190 alinéa 1, dispose jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions. Les institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions. Sur la base de ces éléments de droit cités si haut, l'Alliance du 22 septembre face au Diokan estime que le débat sur la durée de la transition est un faux débat qui n'a pas lieu d'être. Ainsi, l'Alliance du 22 septembre face au Diokan invite les forces patriotiques à faire bloc pour barrer la route aux initiatives politiques douteuses avec des intentions revanchardes dont l'agenda est contraire aux intérêts supérieurs de notre peuple. Et dans un autre communiqué, le quartier général de la Révolution QGR prend acte du décret fixant la durée de la transition à 24 mois avec pour délai le 25 mars 2024. Le quartier général de la Révolution félicite les plus hautes autorités pour les efforts abattus durant cet intervalle de temps et leur constance dans la reconquête de la totalité du territoire national occupé et dans la sécurisation des populations et de leurs biens. Le quartier général de la Révolution lance un appel de mobilisation à toutes les forces patriotiques et révolutionnaires, à l'unité sacrée du peuple malien dans le soutien des autorités de la transition pour une transition de l'AES réussie et à maintenir le cap de la libération du peuple de l'AES du joug de l'impérialisme international. Le mouvement Ambiko a remis 200 kits aux veuves de la gendarmerie et de la garde nationale. L'action est nommée Opération Ramadan du mouvement Ambiko. Reportage Abibatou Ditko-Yandiakité et Gaussou Touré. Ici, à la direction du service social des armées, ce sont 200 kits alimentaires qui sont remis aux veuves de la gendarmerie et de la garde nationale pour leurs besoins du mois de Ramadan. Donateur du jour, le mouvement Ambiko. Les kits sont composés de l'huile, du sucre et du riz. C'est 100 kits chaque camp pour les veuves de la gendarmerie et les veuves de la garde nationale. C'est pour montrer notre soutien à notre armée, surtout ceux qui sont tombés pour le Mali. Nous prions pour un repos éternel pour eux. 25 kg de riz, 5 kg de sucre et 5 litres d'huile pour chaque bénéficiaire. Des produits agroalimentaires dont la réception ravive le cœur de ces 200 veuves et des responsables du social. Je suis
très satisfait et très content de la réception de ces dons. Ça montre que dans la population malienne, il y a des personnes de bonne volonté qui supportent la famille de nos braves combattants. Donc c'est un acte altruiste, c'est un élan patriotique et qui montre qu'au Mali, la solidarité n'est pas un vain mot, c'est une réalité. Ne yɛrɛ filɛ depuis sunkalo jɔla tulu tɛ ne bolo ne yɛrɛ tun man kɛnɛ wulila farigana sukaro tɛ n bolo n bɛ so kɔnɔ nɔ tɛ n man kɛnɛ n ka denmisɛnninw de bɛ dɛmɛ kɛ ka na ni fɛnw ye k'a di yan nɔ mais n'i nana dɛmɛ sɔrɔ n b'Ala fo ka barika da mɔgɔ min bɛ yatimɛw tɔn bolo ka dɛmɛ di anw ma an b'a tigi fo ka barika da. Le don est toujours le même. Ce qui diffère, c'est la façon dont il est fait, disait Sénèque, le philosophe stoïcien grec. Le geste du mouvement Ambico à l'endroit des veuves de la gendarmerie et de la garde nationale en sert de preuve. À Nioro du Sahel, des personnes en situation de handicap ont reçu des matériels roulants et des kits alimentaires grâce au projet de dotation des personnes en situation de handicap de la commune urbaine. Moussa Diakité. Il s'agissait au cours de ce lancement pour les responsables de l'association d'attirer l'attention des uns et des autres sur les objectifs du projet, financé à hauteur de 8 500 000 francs CFA par la Fédération malienne des associations des personnes handicapées, d'expliquer les différentes activités à mener pendant les 6 mois de durée du projet et de sensibiliser les membres sur leur handicap qui est loin d'une fatalité. C'est une grosse erreur pour les handicapés qui pensent que quand tu es handicapé, il faut rester aux charges des autres. Mais ça, c'est une grosse erreur. C'est pourquoi nous sommes en train de faire tout pour amener les handicapés à travailler. Et il y a même un montant qui est vraiment mis dans les machines à coudre pour donner ça aux handicapés qui sont tailleurs, pour les aider et ceux qui sont dans les écoles de coudre. Nous ne faisons que remercier les autorités de la transition d'avoir pensé à nous. Les organisateurs ont profité de ce lancement pour remettre 3 motos tricycles à certains handicapés moteurs et 23 kits alimentaires composés de riz, de sucre, de dattes, d'huile et de lait à d'autres en situation difficile pour mieux passer le mois de Ramadan. Tout responsable qui pense aux handicapés vraiment est un bon dirigeant. Nous disons merci à Assimi Goïta, merci au Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et tout son gouvernement. Cette solidarité avec les personnes vivant avec un handicap doit être un comportement de tous les jours qui devra inspirer chacun de nous, car toute personne bien portante est une personne handicapée potentielle. 13e édition de la Journée nationale de la courtoisie sur la route. Elle a été magnifiée ce jeudi par le département en charge des transports et des infrastructures à travers l'Agence nationale de la sécurité routière à Nazaire et 200 chauffeurs sont formés sur les règles de la circulation routière. La conduite automobile réclame un comportement responsable. C'est le thème de cette année. Les détails avec Abdul Karim Kaba. Instituée depuis 2011, l'Agence nationale de la sécurité routière à Nazaire célèbre la Journée nationale de courtoisie sur la route. Les chauffeurs sont un segment important dans la circulation et même dans la sécurité routière. C'est pourquoi 200 chauffeurs sont formés sur les règles de la circulation routière. Cette journée mérite d'autant plus d'être célébrée dans la mesure où le contexte actuel est marqué par la persistance de l'insécurité routière, avec ces séries noires d'accidents aussi graves les uns que les autres, avec leur macabre bilan de morts et de blessés. Le thème de cette année est « La conduite automobile réclame un comportement responsable ». La circulation sur les routes doit être un moment de convivialité, de solidarité et de tolérance. Les usagers de la route ont le sentiment largement partagé que l'agressivité sur la voie publique, le plus souvent verbale, et parfois physique, a pris des proportions alarmantes. Elle agace et déroute les observateurs, car la route est un espace public qui devrait plutôt promouvoir les civilités et les humanités au regard de la communauté des risques qu'elle cristallise. Nous sommes des chauffeurs, ça fait 30 ans qu'on est dans le transport, ça c'est une bonne chose pour nous. On se retrouve aussi. La manière que le ministre a parlé, tout le monde a vu, ça nous a donné beaucoup de conseils. Si on a travaillé avec ça, ça va nous aider. Le sapeur-pompier aussi est venu. Bon, ça va nous aider aussi à travailler sur les routes.
sur les goudrons parce qu'il a bien dit nous sommes les premiers. Cette session essentiellement consacrée au renforcement des capacités des conducteurs routiers de la capitale est aussi un cadre pour échanger sur leurs préoccupations. Tout cela pour une bonne coordination des actions de lutte contre l'insécurité routière. Oui, face à l'insécurité routière, l'ANASER entend intensifier et sensibiliser les usagers de la circulation. Sur le plateau de l'invité de la semaine, le directeur général de l'ANASER précise que cette opération touchera dans un premier temps 600 chauffeurs à Bamako et à l'intérieur du pays, suivant un extrait de son intervention sur le plateau de Ibrahima Traoré. Ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a orienté tous les efforts sur les conducteurs professionnels. Pourquoi sur les conducteurs professionnels? Souvenez-vous qu'en 2023, nous avons assisté malheureusement à des accidents graves qui impliquent les transports en commun des personnes. Donc face à ces accidents, qu'est-ce que nous avons fait en août? Dans un premier temps, nous avons consacré la Semaine nationale de la sécurité routière autour de la sensibilisation pour le transport en commun de voyageurs. Et là, nous avons visité toutes les gares routières au Mali. En tout cas, nous en avons fait 54. Et donc, nous avons pu sensibiliser les gérants pour qu'ils puissent d'abord, au niveau de ces compagnies-là, avoir une gestion sécuritaire de leur compagnie. Parce que, on nous a rapporté que souvent, les chauffeurs percevaient des primes sur le nombre de rotations de véhicules. Donc, on a essayé vraiment avec les gérants de mettre en place une certaine charte de sécurité routière au niveau de chaque entreprise. Maintenant, après les gérants, il faut se tourner vers les premiers responsables des accidents de la circulation routière, qui sont donc les chauffeurs et les conducteurs routiers. 100% des accidents de la circulation routière impliquent le conducteur. Donc c'est pourquoi au cours de cette journée de courtoisie, nous avons décidé de former au moins 600 chauffeurs professionnels sur toute l'étendue du territoire national, déjà à Bamako et dans toutes les capitales régionales. L'invité de la semaine à suivre après ce journal avec Ibrahima Traoré. L'agence malienne de presse et de publicité, AMAP, a tenu la 46e session ordinaire de son conseil d'administration. Un seul point était à l'ordre du jour, à savoir le bilan de l'année 2023. Malgré le contexte assez difficile, l'AMAP arrive à relever les défis et produit plus de 8000 exemplaires quotidiennement du lundi au vendredi. Al-Jumatina. À l'instar de l'ensemble des acteurs économiques, l'agence malienne de presse et de publicité fait preuve de résilience face aux effets néfastes de la crise. En dépit de la situation peu favorable, l'AMAP continue de fournir le service public de l'information. C'est le premier constat qui ressort de cette 46e session ordinaire du conseil d'administration de l'entreprise des médias publics. La 46e session ordinaire du conseil d'administration se tient dans un contexte sociopolitique caractérisé par une crise multisectorielle qui entrave toutes nos activités économiques. Et malgré la situation générale peu favorable, notre agence continue de fournir à Souhé le service public de l'information. Le quotidien national L'Essor fournit plus de 8000 exemplaires. Le site internet du journal www.lessor.ml avec ses 50 000 visiteurs uniques par mois fait partie des plus visités de l'espace médiatique malien. Aussi, la page Facebook de l'Essor compte 41 000 abonnés. Le compte X, quant à lui, affiche 45 000 abonnés. L'agence malienne de presse et de publicité continue à jouer le premier rôle dans la production des informations régionales grâce à ses correspondants basés dans toutes nos régions. Consacré essentiellement au bilan de l'année 2023, les administrateurs, lors de cette 46e session ordinaire, devront examiner le rapport d'activité de 2023 de l'AMAP, le rapport d'exécution du budget de 2023 ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Le budget de l'exercice 2023 était équilibré en recettes et en dépenses pour un montant de 2 281 737 000 francs. À la date du 31 décembre 2023, le taux global d'exécution du budget est de 89,39%. Les réalisations ont atteint 1 177 560 716 francs, soit un taux de 92,62%. Quant à la subvention de l'État, elle était de 815 737 000 francs CFA, tout comme en 2022.
Lors de la session, l'accent a été mis sur les réalisations d'articles dans l'essor qui dépassent celles de 2022. Un certain signe d'engagement de l'équipe chargée d'animer le quotidien national, salué par le ministre en charge de la communication, non moins président du conseil d'administration. 17e session de l'école normale d'ingénieurs Abdrahmane Baba Touré ENI ABT. Un budget prévisionnel de plus de 2,6 milliards de francs CFA permettra de consolider les acquis après proposition des plans d'exécution des différents documents. Compte rendu Fademba Keïta. L'école nationale d'ingénieurs Abdrahmane Baba Touré s'équipe, se modernise et se restructure selon l'administration. La dizaine de documents à l'ordre du jour de cette 17e session, bien analysés, permettent aux 120 agents de renforcer leurs capacités, de faciliter la gouvernance, la recherche scientifique et l'innovation technologique. Au cours de cette session, je voudrais vous exhorter à examiner avec attention les documents qui vous sont soumis et faire des propositions de solutions les plus appropriées aux différentes préoccupations de l'ENI. En plus de l'inauguration, le 8 décembre 2023, du Centre d'innovation technologique, l'ENI ABT s'est fait distinguer à travers plusieurs réalisations. Pour atteindre ce résultat, que d'importants efforts sont déployés pour diversifier nos offres de formation afin d'inclure dans notre domaine de compétences le maximum possible de spécialités, de stimuler l'innovation technologique par la recherche et le développement, améliorer la gestion pédagogique, administrative et financière grâce à l'utilisation d'outils logiciels qui apportent efficience et transparence, augmenter la capacité d'accueil et d'encadrement. Malgré tout, des difficultés existent. Depuis 2014-2015, nous sommes dans le système LMD. Et en même temps, en 2015, nous avons commencé un programme avec la Banque mondiale, les PADES. Au cours de cette période, nous avons augmenté de façon significative nos effectifs, au point de dépasser les capacités d'accueil et d'encadrement. Nous sommes en train de chercher à résoudre ces problèmes. À l'ENI ABT, 2721 étudiants prennent cours dans 39 salles ordinaires et 21 salles spécialisées. Ils sont encadrés par 6 professeurs, 17 maîtres de conférences, 18 maîtres assistants et 23 assistants. Parmi ces 23 assistants, 6 sont inscrits en thèse au Mali ou à l'extérieur. Le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ a tenu la 27e session de son conseil d'administration. Malgré les difficultés, l'institution a abrité plusieurs grands événements du pays pour l'exercice 2024. Le défi sera axé sur les 3 R, la relance, la rigueur et les résultats. Reportage Ibrahim Kaoukonaté et Toumani Diabaté. La tenue de cette 27e session de son conseil d'administration permet aux administrateurs d'évaluer le rapport d'activité et financier de 2023 et adopter le projet de programme et de budget 2024. L'une des missions du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ est d'offrir aux usagers les meilleures conditions d'organisation des rencontres artistiques et culturelles. Ce haut lieu de la culture malienne participe à la création, à la diffusion des œuvres artistiques. Dans un tel contexte, il importe de rappeler l'éminente place du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ dans la valorisation et la promotion de la culture malienne. Il participe à la création, à la diffusion des œuvres artistiques et culturelles, offre aux usagers des cadres de rencontres et d'échanges, les conférences, les meetings, les congrès, etc. C'est un cadre approprié pour les expressions artistiques et culturelles. Malgré les difficultés, les résultats encourageants ont été atteints. Avec la conjoncture, le personnel arrive à travailler pleinement. Donc il a surtout remercié et encouragé le personnel à continuer à redoubler d'efforts pour qu'on ait vraiment des résultats, pour que le palais même puisse se relever. Et il faut un plan d'affaires. Les performances réalisées par les formations nationales dans la production, la diffusion, la représentation, à savoir l'ensemble instrumental, le ballet malien, le groupe dramatique, le bâtiment national, sont à saluer. Signalons que le budget 2024 du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ
connaît une diminution de plus de 16%. Le présent budget se chiffre à plus de 678 millions, contrairement à celui de 2023 qui était à plus de 800 millions de francs CFA. Les membres du comité élargi du ministère de l'Éducation nationale suivent une session d'appropriation. Elle porte sur le rapport de synthèse des États généraux de l'éducation. Les participants mettront tout en œuvre pour que les recommandations stratégiques et opérationnelles puissent apporter les réformes souhaitées. Et nous retrouvons Fadema Keita. Lors de cette session d'appropriation sur le rapport de synthèse des États généraux de l'éducation, la méthodologie adoptée est de faire une lecture croisée des 221 recommandations stratégiques et 59 recommandations opérationnelles. C'est pour qu'elles ne soient pas lettres mortes. Nous allons prendre le rapport en sa partie recommandations. Et point par point, nous allons parcourir les recommandations et dire ce qui est déjà fait dans ce secteur, ce qui reste à faire et ce qui peut être fait à court, moyen et long terme. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de ce document pour en faire une lecture croisée, pour en avoir une compréhension commune. Je vous engage donc tous, avec la plus grande perspicacité, à vous pencher sur le document, particulièrement sur ses recommandations. Elles sont à la fois novatrices et annonciatrices d'un changement radical de paradigme. Avant l'ouverture des travaux, une minute de silence avait été observée en la mémoire de Kinan Aggadeda, ancien secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, décédé ce mercredi 27 mars 2024 à l'hôpital du Mali. Le traditionnel meeting d'athlétisme de San Bakary Touré Samson démarre ce vendredi dans la cité du Santoro Carantella. L'événement regroupera les clubs de toutes les ligues du Mali. Cette année, la compétition verra la participation d'une équipe du centre universitaire, un club qui vient d'obtenir son affiliation provisoire en tant que club. Et c'est le stade Marcel Dacou qui abritera cette compétition de 2 jours. Isaac Chenou nous plante déjà le décor. La cité du Santoro Carantella abritera à partir de ce vendredi la 31e édition du traditionnel meeting de San Bakary Touré Samson. Cette compétition est la plus grande compétition ouverte organisée par la Fédération malienne d'athlétisme. La compétition se déroulera sur 2 jours, soit 4 demi-journées de compétition pour une raison budgétaire. Qu'à cela ne tienne, la compétition regroupera plus de 300 athlètes de toutes les ligues du Mali, en plus d'une équipe du centre des œuvres universitaires Seno, en tant que club qui a obtenu cette année une affiliation provisoire auprès de la Fédération malienne d'athlétisme. La compétition portera sur les épreuves phares de l'athlétisme, à savoir les 100 mètres, les 200 mètres, les 400 mètres, les 800 mètres, les 1500, 5000, 10 000, les concours de saut en longueur, en hauteur, le triple saut, les lancers de poids de disque et le javelot, en plus des relais. Le meeting de ça regroupera environ 37 clubs du Mali. Multiplions nos actions en faveur des plus démunis en ce mois de Ramadan pour vous dire que c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je passe le relais à Nyanyalo Traoré pour la grande édition de demain. Prenez soin de vous et de vos proches et bonne fin de soirée à tous.